Avez-vous déjà assisté à un atelier, une formation ou un apprentissage en présence d'un animal, d'un cheval? Vous êtes prêts? On part ensemble dans un centre équestre. Et la première question que j'ai posée à mon invité, c'est qu'est-ce que c'est pour elle, la liberté? Liberté, c'est d'abord l'amour de ce qu'on fait. Et je vais reprendre une phrase que j'aime bien, c'est celle qui était écrite là-haut, le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes, le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Ça, c'est vraiment ma liberté à moi. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Je ne cesse de m'émerveiller devant le regard tendre de nos aînés lors d'un atelier de médiation animale. On dirait qu'ils retrouvent toute la douceur de leur enfance et cela facilite la communication avec eux. Alors aujourd'hui, je vous emmène effectivement dans un centre équestre rencontrer Ludivine Legros. Ludivine est formatrice, experte dans le domaine du vieillissement, du handicap et de la formation pour retrouver un emploi. Je suis allée la retrouver au milieu d'une quarantaine de chevaux et je suis très heureuse de pouvoir vous la présenter afin que vous connaissiez ce que c'est que la médiation animale et également toutes les saveurs que cela peut nous apporter à nous en tant que proches aidants. Bonjour Ludivine, merci de me recevoir chez toi. Est-ce que tu veux me dire où est-ce qu'on est actuellement? Alors, nous sommes à Vergès, dans un centre de formation qui s'appelle Les Ailes de l'Emploi, qui est situé dans un centre équestre. Un endroit, un lieu un peu atypique du fait des chevaux, de la formation mixée. Alors, qui tu es toi? Dis-moi. Qui suis-je? Bonne question. Je suis un individu un peu atypique aussi. Je suis une passionnée de la vie, passionnée de ce que je fais, une vraie passionnée des gens, de l'humain en général. Je suis une formatrice issue d'un parcours professionnel un peu éclectique aussi. J'ai commencé par l'animation socio-culturelle, l'animation auprès des personnes handicapées, pour finir en tant qu'auxiliaire de vie spécialisée en extrême dépendance. C'est quoi l'extrême dépendance pour toi? L'extrême dépendance, c'est un état de dépendance qui va au-delà du handicap moteur, du handicap psychique, du handicap mental. C'est l'extrême dépendance, c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de handicaps et qui est surtout évolutif. Alors qu'est-ce que tu as préféré faire aujourd'hui dans ce métier-là justement et d'évolutif? C'est l'accompagnement pur. En fait, accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne, mais vraiment tout compris. Autant les soins que l'accompagnement, que les sorties, les voyages et tout ce qui va avec. Quelles étapes tu as pu franchir toi, personnellement, pour arriver jusque-là? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue la femme d'aujourd'hui? C'est toujours la phrase habituelle. Alors la femme d'aujourd'hui, elle est issue de tout ça, de toutes ces expériences-là, et surtout de l'abnégation qu'on est obligé de faire par rapport à ces situations-là. Savoir fermer la porte de chez ces personnes-là pour pouvoir vivre à côté, pour ne pas imprégner de toute la douleur, de toute la noirceur de ces choses-là, et d'en faire quelque chose de positif. En fait, amener effectivement de l'humour, amener de la légèreté à ces situations-là, c'est ce qui m'a fait avancer. Et ce qui m'a fait tenir surtout. Bien sûr. Et du coup, donc le centre de formation, moi je suis arrivée, j'ai vu plein de chevaux, des poneys, c'est joli comme tout. Et tu m'as fait entrer dans une première pièce qui est bien évidemment celle où on réunit tous les jeunes, j'imagine, et où les personnes qui viennent également faire du cheval, ou du poney. Et ça, c'est la partie que je connais quand on va dans un centre équestre, qu'on connaît bien. Et puis, ce qui est étonnant, c'est d'avoir un centre formation juste à côté, parce qu'on est allé dans une deuxième pièce où on se situe aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir ce qu'il y avait à travers tes formations et pourquoi cette envie de former les gens. Alors, pourquoi cette envie de former les gens? Du coup, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que quand j'étais auxiliaire de vie, sur d'autres postes, j'ai été beaucoup en formation. La formation, c'était bien pour moi parce que j'en prenais plein le cerveau.
J'ai agrandi ma culture, j'ai appris plein de choses, mais en fait, je me rendais compte qu'après les formations, concrètement, j'avais rien à mettre sur le terrain. Je n'avais pas de réponse facile et applicable automatiquement. Alors oui, je connaissais des choses, c'était génial, mais en fin de compte, je ne pouvais pas les appliquer. Donc du coup, la mission avec la personne en extrême dépendance est terminée parce qu'elle était évolutive et que forcément, elle est partie. Après ça, j'ai dit, moi, je veux être formatrice. Je veux montrer aux autres comment on peut évoluer dans ces métiers-là facilement. Alors facilement, je mets vraiment entre guillemets parce que c'est quand même dur, mais avec plus de légèreté. Je ne vais pas faire de la formation pour apprendre le médical aux gens. Je vais faire de la formation pour leur donner des solutions faciles, des solutions adaptables et applicables automatiquement sur le terrain. Donc, je suis une formatrice facilitatrice, en fin de compte. Quand tu dis facilement applicable sur le terrain, ça veut dire que tu fais des formations par rapport au public que tu vas recevoir. Tout est relié à eux. Exactement. Tout est relié et en même temps, je me sers de leur expérience et de leur questionnement pour apporter les réponses nécessaires. Du coup, ça facilite vraiment les choses. Et les gens qui sont formés avec moi repartent avec des solutions personnelles à chaque situation. D'accord. Donc, tu peux avoir des grands groupes comme tu peux avoir juste que quelques personnes. Exactement. Je ne vais pas plus loin que 12 personnes en formation. D'accord. Sinon, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il faut être sérieux quand même. Il faut faire de la qualité. Donc, du coup, il faut vraiment réduire les groupes. Et tu mélanges avec le cheval ? Alors, pour certaines formations, oui. Les formations spécifiques au service à la personne, donc tout ce qui est aidant, auxiliaire de vie, assistante de vie, c'est des formations classiques. Des formations, je veux dire théoriques, mais je ne fais pas que ça, et loin de là. En fait, ces formations-là, oui, elles sont normales, entre guillemets. Après, je fais des formations, ce que j'appelle les FAC, formations assistées par les chevaux, pour tout ce qui est communication, estime de soi, confiance en soi, retour à l'emploi. Du coup, les chevaux sont des partenaires avec lesquels on progresse, avec lesquels on apprend les choses. C'est un partenaire qui n'a pas la parole, donc qui va réagir en fonction de l'attitude. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'on va un programme type, par exemple, avec le cheval, ça peut être, ils viennent quelques jours, ils peuvent loger ici ou ils logent à l'extérieur ? Alors malheureusement, ils ne peuvent pas loger ici. D'accord. Mais c'est des formations qui sont sur 2-3 jours. Et il y a plein de logements autour qui sont très accessibles. D'accord. Et il n'y a pas de souci. Explique-moi par exemple une journée type avec les chevaux, justement, comme tu peux faire. Alors, je vais te parler là plutôt d'une action sur le retour à l'emploi. Ça peut concerner n'importe qui, que ce soit les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes jeunes, etc. Donc, une session retour à l'emploi, en fait, on travaille sur les compétences de chacun. Je cherche vraiment à mettre en avant pourquoi tu es remarquable. Donc, on travaille là-dessus et après, on travaille avec les chevaux en liberté, à essayer de se positionner pour que notre message passe, que le cheval soit l'entendeur, en tout cas, et qu'il réagisse à tous les stimuli qu'on peut envoyer. Pourquoi est-ce que ta formation éventuelle que tu fais avec les aidants ou avec les auxiliaires de vie ne serait pas adaptable ou adaptée avec les chevaux ? Ah, mais elle l'est. Mais après, j'en ai pas encore fait parce que je n'ai pas eu encore de demande. Parce que tu m'as dit, quand on a préparé et qu'on s'est eu, tu m'as dit, il m'est arrivé d'emmener les poneys dans les EHPAD, etc. Alors ça, c'est différent. En fait, j'ai travaillé avec l'EHPAD de Millau, où j'ai emmené des poneys pour aller à la rencontre des personnes atteintes d'Alzheimer, qui sont très encadrées, qui sont souvent un peu délaissées par les familles, pas par non-amour, mais surtout parce que les familles ne comprennent pas ce qui se passe avec Alzheimer. Elles sont en train de perdre un parent qui est encore vivant. Du coup, j'emmène des poneys. Et là, on voit des miracles. C'est juste génial. Moi, je me régale parce qu'en fait, les gens s'approprient les poneys comme quand ils étaient plus jeunes. J'avais une petite dame qui était toute mignonne, qui m'avait ramené sa poupée, qui la mettait sur le poney et qui l'appelait comme sa fille. Tout simplement, elle la faisait monter à poney. Elle disait, tu vois, j'ai jamais pu te le faire faire, mais aujourd'hui, on y arrive. Je t'ai fait monter à poney. Et ça, c'est juste merveilleux. Et du coup, ça crée une ouverture. Est-ce que les soignants aussi, le personnel venait vers eux ou les toucher aussi ? Ça a été très étrange. Quoi, très étrange ? Je vais pas. Mais les soignants accompagnaient au départ les personnes atteintes d'Alzheimer et très vite, elles sont mises en recul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est facile. Il n'y avait pas besoin de soignants à ce moment-là. Et pendant les 2 heures d'intervention, les soignants sont mis vraiment à l'écart. Et ils m'ont laissé me débrouiller avec eux, mais parce que c'était facile. Ils ont vu qu'il y avait des solutions très faciles. On les laisse dans leur imaginaire, on les laisse dans leur cerveau, en fin de compte, et ça va bien. 1 : « 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :
Tu vois, c'est un petit peu ce qui me désole, c'est justement de faire venir les soignants, le personnel, partager ce moment avec les résidents en même temps que les poneys, les animaux. Je l'ai vu moi dans une médiation animale dans un EHPAD aussi, où c'est les résidents qui sont seuls avec la personne qui amène les animaux et il n'y a personne d'autre qui vient en même temps. Donc du coup, il y a cette notion de partage qui existe moins. Alors après, bon, ils ont leurs horaires, ils ont leurs autres difficultés à gérer, mais c'est ce mélange une fois de plus qui me gêne, qui est pas... Inconsciemment, les blouses blanches, ça inquiète un peu, ça stresse un peu. Et du coup, le fait qu'ils se soient isolés un peu, qu'ils se soient mis en recul, ça a encore plus détendu ces personnes-là. Et elles n'avaient plus les blouses blanches autour d'elles. Donc je pense que... Alors oui, ce serait bien de partager avec les soignants aussi, mais en même temps, ça les a... Que les soignants, à la limite, oui, que les soignants. Est-ce que les soignants ont besoin d'être soignés, entre guillemets, par la médiation animale aussi ? Mais bien sûr, moi j'en suis persuadée. Eh ben oui. Mais oui. Sur ce coup-là, en tout cas, c'était bien que les soignants soient à l'écart. Parce qu'en fait, ils ont pu profiter pleinement de leur moment. Bon, bien sûr, on pourrait dire qu'ils ont déliré. Ils ont pas déliré. Ils étaient dans leur monde. Ils étaient avec moi, ils étaient avec les poneys. Et c'était un moment extraordinaire. Donc, c'était leur moment. Et c'était pas un moment de soins. C'est ça qui est bien. On va plus loin que le moment de soins. Est-ce qu'ils ont j'insiste sur les poneys à l'EHPAD, l'exemple que tu as donné. Est-ce qu'ils ont beaucoup touché les animaux ? Énormément. Énormément. On avait amené des brosses, on avait amené des choses, et du coup, ils ont vraiment beaucoup joué avec les poneys. J'utilise pertinemment le mot jouer parce que c'était vraiment ça. C'était une peluche, c'était... Ils les ont coiffés, ils les ont caressés. On repart sur la réminiscence et sur la douceur aussi. Donc pour eux tous, on revient sur les 5 sens avec les animaux. Je voulais te partager aussi une autre expérience qui m'avait beaucoup touchée. J'avais reçu un monsieur aidant, proche aidant, d'une personne aussi atteinte d'Alzheimer et qui était désespéré que sa maman, elle répète tout le temps « mais t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où ?» Et il était épuisé, il n'en pouvait plus de lui répondre à ces questions-là, de faire plein de choses. Et en fin de compte, on avait trouvé ensemble une solution qui était, ben voilà, ta maman... Elle sait pas où tu es, elle te cherche tout le temps. Pourquoi tu joues pas à cache-cache avec elle ? Et en fin de compte, ça lui a sauvé la vie à ce monsieur. Il jouait tout le temps avec sa maman. Il jouait à cache-cache. À chaque fois qu'elle lui disait t'es où, il disait je suis caché. Et du coup, ça lui a procuré des moments formidables avec sa maman. Dans le jeu, dans le on est ensemble, on ne s'énerve plus l'un contre l'autre. Et du coup, ça facilite vraiment la vie. Là, tu parles du jeu. C'est vrai que dans la première salle, comme dans cette salle-là, je vois qu'il y a des jeux partout. Tu fais les stagiaires ou les personnes qui viennent en formation énormément. On sait l'importance de dessiner, de faire rentrer l'art aussi en même temps dans la formation, en même temps que les animaux. Tout ça, ça fait partie, pour moi, entre guillemets, des thérapies de développement pour tous. Hein. Ça, c'est évident. Et donc, je regardais tout ce qu'il y avait autour de toi et je trouve que c'est vraiment très, très inspirant. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter dans le podcast. Merci en tout cas. Mais bon, on va continuer. Qu'est-ce que tu as envie de développer par rapport à ce que tu as déjà vu aujourd'hui ici ? Tes rêves, allez, tes rêves. Mes rêves, ce serait de consacrer ma vie à aider les gens. Ça peut être simple. On est deux. Mais vraiment, j'aime foncièrement le partage, l'échange, amener des solutions. Après, je ne suis pas Dieu, hein, je ne peux pas tout faire. Mais en tout cas, je suis bonne pour l'intérêt que j'ai pour les gens. Vraiment, souvent, on me dit, mais tu te rappelles de tout ça, etc. Mais oui, je me rappelle parce que je m'intéresse aux gens. Je ne fais pas que les écouter, je m'intéresse aux gens. Et du coup, les gens m'intéressent vraiment foncièrement dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont en eux. C'est juste formidable. C'est complètement aberrant, mais j'aime ça. Ouais, c'est un univers bienveillant dans lequel tu souhaites rester. Donc on est un peu sur le même discours de ce que je te disais avant de démarrer cette interview, c'est que rapidement en s'occupant des autres, on s'aperçoit qu'il faut s'occuper de soi aussi pour être capable de s'occuper des autres. Quel conseil tu pourrais donner par exemple à un proche aidant pour se protéger ? C'est prendre du plaisir tous les jours à quelque chose. Toujours se coucher avec la chose positive de la journée, ou les choses positives, parce qu'il y en a plein en fin de compte. C'est de se dire aujourd'hui, voilà, ma journée, elle a été riche de ça, ça, ça. Et ça me protège. Ça me fait du bien. Et du coup, les proches aidants peuvent faire la même chose. De se dire, on arrête de penser soin. On arrête de penser qu'il faut être là pour son proche.
qu'on doit être là pour son proche, mais commencer à se dire, il faut être là pour le bonheur des deux. Et ce binôme-là, il est précieux dans le sens où si on prend du plaisir ensemble, du coup, il n'y a plus de soins, il n'y a plus un besoin de soins, il y a ce besoin d'être ensemble. Comment, après, on l'organise, on le règle, mais le plaisir d'être ensemble, c'est déjà important. Alors merci, parce que tu conclus quasiment par ce que je dis toujours, c'est se faire plaisir et être ensemble. Déjà, c'est un des premiers. Et la deuxième phrase que j'adore, moi, c'est le bien-être de mon proche, c'est mon bien-être. Mais on peut le prendre dans les deux sens, parce qu'on peut dire, tant que je n'ai pas mon bien-être, je ne suis pas capable de transmettre le bien-être à mon proche. Donc c'est vraiment l'approche de Sweet Papy, donc je te remercie. Pensez à partager Sweet Papy Podcast à ceux qui en auraient besoin. Est-ce que pour conclure, tu voudrais me donner ta vision de l'aidance pour toi? Qu'est-ce que c'est d'aider? Tu m'en as dit déjà beaucoup, mais si tu avais une baguette magique, par exemple, prends le temps de réfléchir. Je pense que l'aidance, c'est déjà comprendre ce qui se passe chez l'autre, chez la personne malade, chez la personne âgée, chez toutes ces personnes, entre guillemets, dépendantes. C'est comprendre pour mieux accompagner. En fait, c'est vraiment ce que je fais en formation classique. Je ne suis pas dans l'étalage de connaissances absolues. Je suis dans la proposition de solutions. Et en fin de compte, ce qui m'a aidée, c'est d'aborder la pédagogie sensitive. La pédagogie sensitive, c'est une pédagogie qui permet de ressentir les choses. Je suis équipée, j'ai un simulateur de vieillissement, des simulateurs de maladie, les simulateurs de tout et j'en passe. Et on essaye, on voit ce que ça fait d'être comme l'autre. Et la compréhension, à mon avis, facilite beaucoup les choses. Comprendre comment l'autre fonctionne et surtout accepter que l'autre fonctionne comme ça, je crois que c'est la base. Alors, j'ai beaucoup de simulateurs qui me permettent d'aborder mes formations de façon active. Parce que c'est long pour un aidant de rester assis 7 heures dans la journée pour écouter quelqu'un qui vous rabâche des choses. Du coup, mes formations sont très actives. Donc, je me suis équipée de simulateurs, de jeux, comme tu as vu tout à l'heure, il y en a un peu partout, de choses qui mettent les stagiaires en formation à l'épreuve, entre guillemets. Je les torture pas non plus. Mais du coup, on essaie les choses. En fait, j'ai un simulateur de vieillissement qui vient du Canada. J'ai des simulateurs de déficience visuelle. J'ai des simulateurs de BPC ou de maladies autres et de Parkinson, etc. J'ai des simulateurs qui permettent de ressentir ce que l'autre ressent, en fin de compte. Que tu proposes à l'aidant quand il vient en formation. Oui, exactement. Et aux professionnels, éventuellement. Je veux dire, l'auxiliaire de vie aussi, il faut, j'aime pas ce terme-là, mais au moins la positionner aussi, éventuellement, même si elle s'occupe beaucoup, ou il s'occupe, parce qu'il y a des hommes. On peut pas se mettre à la place de l'autre. Ouais. Souvent, on dit qu'il faut faire preuve d'empathie. Oui. Et ça m'exaspère que les gens disent que l'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Mais c'est pas du tout ça pour moi. En tout cas, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est pas ça. On ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. Chacun a son ressenti propre. Face à la douleur, on n'est pas tous égaux. Face au malheur, on n'est pas tous égaux. L'empathie, pour moi, c'est accepter que l'autre puisse réagir différemment de moi. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en fait, j'accepte que cette personne-là soit dans la colère plutôt que dans la peine, qu'elle soit dans la fuite plutôt que dans autre chose. Et pour moi, c'est ça l'empathie. C'est accepter que l'autre puisse avoir des réactions différentes. À la fin de la formation, j'imagine que au bout des 2-3 jours ou de la journée, tu leur demandes quel a été leur ressenti, comment ils ont eu l'impression d'évoluer par rapport à la formation. J'imagine que ça te fait plaisir de les voir évoluer, forcément, c'est pas le contraire qui peut arriver. Est-ce qu'à chaque fois, du coup, ça te fait forcément améliorer ta formation, améliorer ton approche, ou tu préfères garder un cercle ou une rigidité, entre guillemets, de formation pour pas sortir, hein? Je n'ai aucune rigidité. Je construis mes formations au cas par cas, pour chaque personne et différemment pour chaque personne. Après, mes retours de formation, ça va peut-être un peu prétentieux, mais tout le monde me dit c'est génial. Donc, l'améliorer, c'est pas le cas. En fin de compte, je connais le profil de mes stagiaires avant la formation et j'essaie de m'adapter à chaque formation. Comment tu peux connaître le profil des... Je le demande. Je le demande, bien sûr. J'ai un questionnaire qui fait que... D'accord, tu as un questionnaire avant la formation. Oui. Pour mais avoir... ça me facilite la formation. Oui, bien sûr, parce que chacun a sa personnalité, ses handicaps ou ses problèmes à résoudre aussi. Oui. Alors, on ne parle pas forcément des problèmes des gens. En fait, on leur demande quelle situation est problématique pour eux. Je ne vais pas sur la personne.
Ce serait un peu être trop intrusif. Mais en tout cas, quelle est la situation qui leur pose problème et comment on pourrait les régler? C'est là-dessus que je m'attache. Ou comment ils pourraient le régler? Parce qu'ils participent quelque part. Je dis on, parce qu'on va trouver les solutions ensemble. Ouais, voilà. Et après formation, je reste en contact avec les gens pour savoir comment ils ont pu mettre en place sur le terrain, s'ils ont rencontré des problèmes, etc. Et je réajuste après. Oui, parce que je me suis aperçue que ces formations, on en ressort souvent grandi, en tant qu'aidant ou voilà. Mais après, on ressent un petit peu un vide parce que quelque part, pendant ces formations, non seulement on a appris, mais ça nous a fait remonter des émotions. Et d'un seul coup, j'imagine bien, on fait 3 jours de formation et par exemple, on voit des animaux, on est dans un autre endroit et d'un seul coup, on se retrouve comme en tant que proche aidant, à nouveau dans cet univers fermé du domicile, seul. Et je pense qu'effectivement, le suivi d'après est extrêmement important. Voilà. Mais du coup, je le fais. Je fais toujours un après. Je reste en contact avec eux. Je laisse mes coordonnées. Il n'y a aucun souci. Ça veut dire qu'éventuellement, le proche aidant, il peut faire, par exemple, un premier, je dirais pas un niveau, mais un premier module, par exemple, de formation. Et en fonction de ce qu'il a ressenti et du besoin qu'il a, ça te permet, toi, d'aller sur un autre module. Exactement. Éventuellement et de le faire, de l'aider au fur et à mesure de sa progression aussi et des étapes qu'il peut avoir avec son bénéficiaire ou son aidé en disant mais help, j'ai besoin. Ouais, c'est exactement comme ça que j'ai construit mon programme de formation parce qu'en fait Calliope oblige à avoir un programme tout fait, tout calé, etc. Moi ça me gênait parce que justement je fabrique mes formations au cas par cas et du coup j'ai des thèmes de formation. En fait ma spécificité c'est de construire des formations très courtes. 1 ou 2 jours, qui permettent de cibler vraiment une problématique. Communication avec les personnes âgées, l'alimentation, les transferts et manipulations, des choses comme ça, qui permettent d'expérimenter pendant 2 jours, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe et comment je le mets en place, et de revenir après vers moi pour soit un autre module, soit un module différent, soit sur un autre sujet, etc. Oui, parce que clairement, un proche aidant, il ne peut pas s'absenter une semaine complète pour partir en formation. Il ne peut pas faire forcément les formations de 14h à 18h parce qu'il a... Voilà, donc il faut pouvoir s'adapter. Ce que j'ai envie d'apporter, c'est des solutions facilitatrices pour tous ceux qui sont un peu paniqués par rapport à des choses simples, qui sont simples pour moi, attention, je dis pas que c'est simple, des choses pour lesquelles il y a des solutions, apporter ces solutions-là. La dernière formation que j'ai faite avec les proches aidants, c'était une formation sur les gestes et postures. Gestes et postures, on apprend ça en formation de façon très carrée, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est très protocolaire, parce que c'est soignant. Et moi, je propose une façon de faire pour le domicile, où il n'y a pas forcément les lits médicalisés, où il n'y a pas forcément les draps de glisse, etc. Des façons facilitatrices pour l'aidant et pour l'aider, pour ne pas lui faire mal et pour ne pas se faire mal. Merci 1000 fois. Merci à toi. Ça va être encore un bel épisode. L'animal occupe une place particulière dans notre imaginaire. Cela vient souvent de l'enfance. Moi, je me rappelle de Mowgli dans le livre de la jungle avec Balou, du Petit Prince, de Syntex avec son renard du désert, de Nounours avec Bonne Nuit les petits. Il y a toujours un animal médiateur, à la fois semblable à nous, dans ses émotions, et différent des humains que nous sommes. La médiation animale permet d'éprouver donc de nouveau des émotions pour certains, surtout plus visibles. Alors ça s'appelle aussi la zoothérapie, mais moi je préfère le terme de médiation animale. C'est plus spontané, plus enivrant, plus mystérieux aussi parfois. Et dans tous les cas, on s'approche sans jugement. On se touche, on se regarde, on s'observe. On commence à comprendre certaines réactions, avec l'aide du thérapeute, du formateur, ou d'une aide douce, précieuse, qui rassure. La médiation animale est sûrement une des approches dite non médicamenteuse, sur mesure, la plus large qui soit, du plus petit pour les enfants au plus grand pour les âgés. Alors si on reprend le chien, qui est un animal familier et qui rappelle toujours des souvenirs aux personnes âgées, c'est celui qui est le plus souvent apporté dans la médiation animale. Le chat, même si c'est plus compliqué, parce que pour dresser un chat c'est particulièrement difficile, mais ça rassure, ça réconforte avec le pelage, le ronronnement. Je me souviens que le chat du voisin était venu s'installer sur l'épaule de Sweet Papy au moment où il s'était cassé le haut du bras. Ça lui faisait même pas mal, il disait non, ne le touche surtout pas. Il me tient chaud, il me fait du bien. Il y a aussi les petits rongeurs, j'ai vu des poules, des petits lapins, des cailles, des hamsters. Et puis j'ai vu des séances de médiation aussi en EHPAD
et des essais aussi avec des chiens, des chats, des poules, des canards, qui se mêlaient à nos aînés avec joie et on voyait une interaction tellement positive. Alors merci à mon invité et vous retrouverez donc tous les liens de son site, Les Ailes de l'Espoir, dans le descriptif de l'épisode. Surtout ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. C'est un épisode bien particulier et je vous emmène dans un autre voyage avec une personne particulièrement intéressante. Dans cet épisode, je reprends donc 3 bénéfices de la médiation animale. La première, c'est stimuler la communication. La deuxième, c'est bien entendu de développer l'autonomie. Et la troisième, c'est retrouver sa place dans la société, dans la vie actuelle, même pour nos aînés. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.